Mais j'aurais souhaité commencer cette activité d'une autre manière. Mais je ne sais pas si c'est possible, mais je vais le suggérer à nos chefs ici de la communauté que lorsque nous commémorons un anniversaire comme celui d'aujourd'hui, il serait convenable qu'on chante notre hymne national, la congolaise. Et qu'on pense à tous ces martyrs qui continuent encore à tomber au moment où nous parlons. Que ce soit les pays victorieux ou les pays vaincus, seule la Belgique est sortie de la Deuxième Guerre mondiale sans dette. Le miracle, c'est quoi? C'est l'économie congolaise. Pendant toute la durée de la guerre, les indigènes congolais envoyaient au gouvernement belge en exil à Londres, c'est-à-dire au roi Léopold III, l'équivalent de 50 millions de francs hors par an. Et c'est avec cet argent que la Belgique a pu payer les frais de séjour de la Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée allemande, ici, sur le territoire belge. Tout ceci pour vous dire que le Congo et les Congolais sont un pays et un peuple à part. Il n'y a pas au monde, sur les 192 ou 194 pays qui forment les Nations Unies, un pays comme le Congo et un peuple comme le peuple congolais qui soit comparable. C'est impossible. Je vais vous citer une douzaine de preuves et puis je m'arrêterai là. Je vous l'ai dit, le Congo est le seul pays au monde qui a eu 2 indépendances. Le premier, le 26 février 1885, et la deuxième, le 30 juin 1960. Deuxièmement, le Congo est le seul pays au monde qui fut la propriété privée d'un roi étranger. Troisièmement, le Congo est le seul pays au monde qui fut vendu avec biens, personnes, meubles, immeubles, tout, aux créanciers du roi. Donc, de propriété privée d'un roi, l'État indépendant du Congo devient la propriété collective d'un syndicat de créanciers. C'est une situation unique au monde. Donc on vous vend, vous, votre femme, vos enfants, vos chiens et vos chats à votre créancier. Cela ne s'est jamais vu nulle part. Le Congo a également, je l'ai dit, fourni au monde l'uranium qui a servi à la fabrication de la première bombe atomique. Cela signifie que le monde est entré dans l'ère nucléaire, pour le meilleur ou pour le pire, à cause du Congo. Et c'est la raison pour laquelle le Congo fut nommé membre associé de l'OTAN en 1955. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo est membre associé de l'OTAN. Les aéroports, la base de Kitona a été entièrement financée par l'OTAN à l'ouest. La base de Kamina à l'est, Katanga, a été entièrement financée par l'OTAN. Mais aussi un fait qui n'est pas très bien connu, l'aéroport de Libenge, dans la province de l'Équateur, est également un aéroport international, s'il vous plaît, a également été financé par l'OTAN. Nous ne le savons pas. Donc, le Congo est également unique en son genre. Pourquoi? Parce que ce fut l'affaire la plus rentable du XXe siècle, que donc ce fut un enjeu planétaire. Eh bien, le Congo est encore un enjeu stratégique au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'électronique, des industries électroniques. Les plus grandes puissances du monde bâtissent leurs forces sur les industries électroniques. Parce que l'électronique est aujourd'hui le domaine qui intervient partout, dans tous les secteurs. Dans les sous-marins lanceurs d'engins, dans les bombardiers stratégiques, dans les satellites, la téléphonie cellulaire, partout, l'électronique est présente. Or, le Congo recèle dans son sous-sol 85% des réserves connues de coltan en Afrique. Cela signifie que, pour le contrôle du coltan congolais, les puissances électroniques, les puissances industrielles de l'électronique sont prêtes à soutenir n'importe quelle guerre, n'importe quel génocide, à massacrer les Congolais, à le dépêcher, pourvu qu'ils ne perdent pas le contrôle du coltan congolais. C'est un cas unique. Et le dernier cas, c'est lequel? C'est que le Congo est le seul pays au monde qui a produit un prophète. Parmi vous ici, il y a des chrétiens, je n'en suis plus. Je ne suis pas kimbangiste. Mais Kimbangu est le seul prophète noir qui a porté un message de salut et de libération de toute la race noire, aussi bien les négro-africains habitant sur le continent que ceux qui sont partis en esclavage, qui vivent dans les autres continents, au-delà des mers et des océans.
il existe encore une autre preuve qui démontre que le Congo et les Congolais sont un peuple unique sur la planète Terre. C'est que de tous les peuples noirs, le Congo est le seul pays qui abrite le plus d'ethnies et de tribus négro-africaines. Même le Nigeria, qui est plus peuplé que le Congo, puisqu'il y a à peu près 120 millions d'habitants, le Nigeria a peut-être 4 ou 5 ethnies, alors que chez nous, il y en a des milliers. C'est une biodiversité humaine, c'est à ça qu'il faut en venir. Et vous savez qu'aujourd'hui, la biodiversité est devenue un thème scientifique. Il faut protéger la biodiversité. Et le Congo est le siège de la biodiversité humaine. Enfin, il y a parmi vous ici des personnes qui ont déjà certainement entendu parler de l'alphabet Mandombe. Je ne vous conseillerais pas assez de vous intéresser à cet alphabet. Vous allez y découvrir des vérités absolument extraordinaires. Et vous découvrirez, comme l'a découvert au XXe siècle un oculiste belge qui est mort maintenant, qui s'appelait Jean-Marie Habig, qui a vécu au Congo pendant une 40aine d'années. Cet oculiste belge, Jean-Marie Habig, a découvert, il a écrit un livre, plusieurs livres, de 5 d'ailleurs, j'ai fréquenté son école à Bruxelles. Il a écrit un livre, et dans ce livre, il démontre que ce sont les peuples bantous du Congo qui détiennent le code naturel de toutes les langues et de tous les dialectes parlés sur la planète Terre. Sur la planète Terre sont parlés à peu près 10 000 langues et dialectes. Eh bien, la signification de ces dialectes se trouve en fait, le code de ces dialectes se trouve en fait au Congo. Et comment il a découvert? C'est tout simplement parce qu'il a été initié. Parce que chez nous, en Afrique, et en particulier au Congo, le véritable pouvoir est à la fois de jour et de nuit, visible et invisible. Eh bien, lui, comme on dit vulgairement chez nous, on lui a ouvert les yeux. Et on lui a fait comprendre que les 17 consonnes de l'alphabet sont en fait des énergies cosmiques. Des énergies cosmiques. Je vais vous citer juste un exemple avant de terminer. Par exemple, la consonne B, qui est la première consonne de l'alphabet latin. Eh bien, la consonne B est un verbe de mouvement de propension volumétrique. Verbe de mouvement de propension volumétrique. Et vous allez voir comment ça. En Chiluba, Dieu se dit Ibiti. Vous avez la lettre B. En Lingala, on dit Mibale. Vous avez la lettre B. L'arbre baobab, il y en a combien? Il y a 3 B, c'est-à-dire qu'il est énorme. On dit en Lingala Bebo. Mais en russe, on dit bolche, c'est-à-dire qui a la majorité a beaucoup de voix. Beaucoup en français, big en anglais. Et dans toutes les langues, même en égyptien, même en hébreu, même en chinois, quand vous rencontrez la consonne B, cette consonne est en train de codifier la notion de propension volumétrique. Lipoumou, Beden, Balouba, au pluriel. Tous les noms pluriels chez nous, tous les noms pluriels commencent par la consonne B. Et il en est ainsi de toutes les autres consonnes. Ce sont des consonnes cosmiques. Mais ça, c'est la signification matérielle, physique. Parce qu'il y a un deuxième niveau de signification qui est réservé aux initiés, et un troisième niveau de signification qui est réservé aux grands initiés, aux grands prêtres. Quand vous atteignez le troisième niveau de signification de ces consonnes, vous recevez le pouvoir de la parole incantatoire et opératoire. C'est-à-dire, en prononçant un mot, vous créez l'objet. Vous créez l'objet. J'en ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup contesté cette histoire jusqu'au jour où en 2005 je suis parti au Bénin, où j'ai eu la preuve concrète qu'effectivement la parole est incantatoire et opératoire. Pour ceux qui souhaiteraient que j'en dise un peu plus, je suis à votre disposition. Pour terminer, juste une phrase. La crise congolaise est une crise de nature ethnique. C'est une crise qui nous oppose, nous les Bantous, aux Tutsis rwandais. Les Tutsis n'ont rien à voir avec l'État indépendant du Congo. Le Rwanda a été créé 200 ans avant le Congo, en tant qu'État. Le Rwanda fut une colonie allemande, vous le savez bien. Le Rwanda n'a jamais été une colonie belge. Il fut donné sous mandat par la SDN, la Société des Nations, après la défaite de l'Allemagne, à la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, les gens ne le savent pas, c'est la force publique congolaise qui a libéré Kigali et le Bujumbura en 1917. N'est-ce pas? Donc, et quand vous regardez les 800 traités de cession de souveraineté qui ont constitué les preuves juridiques
à partir desquels le roi Léopold II a obtenu la reconnaissance internationale de l'ESC, il n'y a pas la signature d'un seul Mohamed Tutsi. Il n'y en a pas un seul. Ok? Or, aujourd'hui, je vais vous montrer tout à l'heure, le moment venu, dans le débat, les preuves, il y a aujourd'hui dans les FARDC, dans l'armée nationale congolaise, 31 généraux, colonels et lieutenants-colonels de Tutsi, qui n'existaient pas avant 1997. Ils sont arrivés seulement maintenant. Je ne parle que des FARDC, je ne parle même pas des autres institutions, comme le gouvernement, n'est-ce pas, la diplomatie et les provinces, n'est-ce pas. Donc, les solutions, j'en ai 6. Primo, les Congolais, les Bantous congolais doivent identifier les créanciers du roi Léopold II et renégocier la 3e indépendance avec eux. Première solution. Deuxième solution, les Congolais doivent accepter de restituer l'indépendance aux chefs coutumiers, aux indigènes, ce qu'on appelle les indigènes, qui n'est pas un terme péjoratif. En Suisse, en Toulouse, ce n'est pas un terme péjoratif. Indigène signifie les propriétaires de la terre. Et tant que nous n'aurons pas compris cela, tant que nous allons croire que les hommes politiques au Congo, depuis 1960, vont pouvoir arranger ce pays, nous trompons. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Lumumba fut tué à l'âge de 36 ans, parce que c'est en fait lui qui a signé l'acte de l'indépendance avec Gaston Esquens, pas Kasavubu, c'est lui. Et comme par hasard, il meurt à l'âge de 36 ans et on ne sait même pas où il est enterré, puisqu'il n'a même pas de cimetière. Et vous allez voir que tous les premiers ministres et tous les présidents de la République congolais ont mal fini. J'ai fait une étude, mais ce n'est pas le moment d'en parler ici. Que vous preniez Tchombe ou Evariste Kimba et tout ça, tous pendus, massacrés, et ainsi de suite. Je dis que ce n'est pas par hasard, parce que le pouvoir chez nous est sacré. Il est à la fois de jour et de nuit, n'est-ce pas? Autre solution. Les Congolais doivent absolument comprendre la nécessité pour eux d'avoir un schéma mental de type ethnique. Si nous continuons à raisonner en termes de nationalité en disant c'est un combat, une guerre entre les Rwandais et le Congo, nous allons perdre. Si nous continuons à parler des Rwandais et des Congolais, nous allons perdre. En Yougoslavie, qui aujourd'hui a disparu, c'était une guerre ethnique. La même chose chez nous au Congo. En Yougoslavie, c'était une guerre qui a opposé les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les autres, dans les pays des Balkans, les Tchèques, les Slovènes, les Slovaques. Au Congo, qui est un pays aussi vaste que l'Union européenne, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas tenir compte de cette dimension ethnique? N'est-ce pas? Aujourd'hui, Joseph Kabila, ce n'est pas un secret. Joseph Kabila a mis les pieds au Congo, à Kinshasa en tout cas, à Kinshasa pour la première fois de sa vie, le 17 mai 1997. C'est la première fois qu'il a mis les pieds à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il ne parlait pas le Lingala, il ne parlait pas il parlait le Swahili de Tanzanie, il ne parlait pas le Chiluba, il ne parlait pas le Kikongo, il ne parlait pas il ne parlait même pas le français, la langue nationale. Vous le savez bien. C'était un immigré clandestin. 4 ans plus tard, il est chef d'État. 10 ans plus tard, il est réélu. C'est bien la preuve que le Congo ne nous appartient pas. Qui a voulu cela? Les anciens créanciers du roi Léopold II. Je vous dis ceci, je termine, en vous remerciant de m'avoir écouté, parce que je vous assure, chers compatriotes, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 52e anniversaire, soi-disant, du Congo. Il n'est pas sûr que nous allons fêter le 53e anniversaire le 30 juin 2013. Parce qu'il y a des grands périls qui pèsent sur le Congo. Des grands périls pèsent sur le Congo. Le Congo est en voie d'être démantelé, d'être dépecé, d'être disloqué, comme l'est aujourd'hui déjà le Soudan, qui est voisin du Congo, puisque nous avons des frontières communes. On a déjà créé le Soudan, vous le savez bien, et actuellement on est en train de créer la République du Darfour à l'ouest. Le Congo, lui, résiste, et on verra tout à l'heure quel est ce miracle qui fait que le Congo résiste. Puisque la MONUSCO n'est pas au Congo pour assurer la paix et la sécurité. La MONUSCO est arrivée au Congo pourquoi? Pour empêcher que les anciens créanciers du roi Léopold II se battent en partageant le Congo. Ils sont là, la MONUSCO est là pour surveiller le partage, le démantèlement du Congo, que cela se fasse en bon ordre. Et ce travail de dislocation du Congo a été confié aux Tutsis, que nous avons reçu chez nous, que nous avons accueilli, que nous avons nourri, que nous avons instruit, que nous avons enrichi.
Aujourd'hui, ces mêmes Tutsis se retournent contre nous. Ok? Donc, c'est ça le véritable enjeu du Congo, c'est-à-dire la crise congolaise. En fait, de crise, il faut parler d'une guerre au Congo. C'est une guerre que les Américains appellent guerre de basse intensité parce que... Il va conclure. Oui, je conclue, parce que c'est une guerre qui cause, d'après, on verra tout à l'heure les documents, c'est une guerre qui cause 45 000 morts par mois. 45 000 morts par mois, mais on n'en parle pas. La RTBF n'en parle pas, le RTL n'en parle pas. C'est une guerre de basse intensité. C'est aussi une guerre qu'on appelle la première guerre mondiale africaine. Il y a aujourd'hui au Congo 46 pays qui ont envoyé des troupes. Si vous prenez les 10 pays qui ont envoyé les troupes du contingent de la MONUSCO, vous ajoutez le FOR, les 27 pays de l'Union européenne, vous ajoutez la France avec l'opération Artemis, vous ajoutez les États-Unis avec l'Africom qui est basée à Kisangani, puis vous prenez le Tchad qui était présent au Congo, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Centrafrique, pas le Centrafrique, la Namibie et le Zimbabwe. Vous arrivez facilement à 46 pays. Nous sommes donc confrontés à la première guerre mondiale africaine. Donc, je demande, et c'est la dernière solution, c'est que tous les Congolais doivent désormais se considérer comme des combattants et des résistants. Nous devons affronter nos ennemis sur tous les champs de bataille, que ce soit la bataille militaire au Congo, que ce soit le champ diplomatique ici à l'extérieur, que ce soit le champ intellectuel ou juridique ou diplomatique, n'importe quel champ, nous devons être aujourd'hui, nous devons nous considérer comme des combattants, des résistants, pour pouvoir lutter contre nos ennemis, les identifier par leur origine ethnique, parce que si nous ne le faisons pas, vous avez certainement appris au cours de cette semaine qu'il y a un mouvement qui s'appelle M23 qui vient de proclamer la sécession du Kivu. Ce n'est pas la première fois que le Congo est confronté à une sécession. Il y a eu la sécession du Katanga le 11 juillet 1960, la sécession du Sud Kasaï en août 1960 qui n'a pas réussi. Cette fois-ci, nous sommes confrontés à une troisième sécession qui risque d'être celle qui va effectivement provoquer le démantèlement du Congo. Mais je suppose que nous tous ici, personne d'entre nous n'acceptera, ne fût-ce que d'envisager une telle éventualité. Si tel est le cas, je suis d'accord avec vous. J'ai dit et j'ai terminé. Merci. Nous sommes tous des patriotes ici, chacun de nous. Cette hymne, quand vous l'entendez, il est très profond. Les paroles qui sont dedans doivent servir aussi à l'éducation de nos enfants. Et moi, je demanderais s'il n'y avait pas moyen ici qu'on traduise cette hymne dans nos langues, dans nos 4 langues vernaculaires. Nous, quand on était enfants, je crois que celui qui est à côté de moi, là, qui vient de parler ici, on a chanté la brabançonne dans nos langues, à nous. Dans nos langues, on a chanté la brabançonne. Mais notre langue, notre hymne, nous la chantons toujours dans leur langue à eux, mais pas dans nos langues. Je crois que ça doit être matière à sujet dans notre communauté. Cela étant dit, nous commémorons aujourd'hui le soi-disant 52e anniversaire, comme l'a dit tantôt notre frère Kébéki Péry. C'est une fiction. L'indépendance de notre pays est une fiction. Et l'orateur de tout à l'heure, puisque moi j'ai eu aussi le même sujet, et je vais peut-être développer une autre dimension qui complète la dimension qu'il a évoquée tantôt. Moi je n'irai pas trop loin jusqu'au début de notre esclavage, entre guillemets. Je vais me situer seulement à la fin de la guerre, 40-45. L'indépendance fictive que nous célébrons aujourd'hui, le 52e anniversaire, parle de 1945, parle de ce qu'a évoqué notre frère ici. C'est notre pays qui a fait des États-Unis, qui était jusque-là une puissance internationale, qui a fait des États-Unis une super puissance. Les États-Unis étaient une puissance planétaire, mais ils sont devenus super puissance par le feu nucléaire. Et c'est ce feu nucléaire qui fait la puissance de tous ces États aujourd'hui. Donc par conséquent, vous comprendrez ce qu'il évoquait tantôt, qu'il est très difficile de démanteler les bons samaritains. Le Congo a été le bon samaritain de ces États.
n'eût été le Congo, il n'allait pas vaincre Hitler. Alors vous comprendrez aussi pourquoi nous, on ne veut pas qu'on soit réellement indépendant. Puisqu'on ne sait pas, avec la diversité que nous sommes, avec les intelligences que nous avons, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que nous ne serons pas la première puissance nucléaire, ou bien je ne sais pas quel terme on aura trouvé à ce moment-là, du monde? Alors il faut nous maintenir dans cet état-là, par peur qu'on devienne une très très grande puissance, qu'on ne saura plus contrôler. Donc, la situation de notre pays depuis 1885, comme on l'a dit, mais surtout depuis 1945, c'est la domination politique. Donc, la domination politique chez nous a été une chape de plomb plus forte que partout ailleurs. Et comme il a dit, c'est l'unique colonie qui a été colonisée avec ses propres fonds. Les autres colonies, les États coloniaux ont mis en place leurs fonds pour les développer. Le Congo a été colonisé avec ses propres moyens. Lorsqu'on parle de l'endettement de l'Oporté qu'il a évoqué, cet endettement, ce n'est pas vraiment le Congo. L'endettement, c'est parce qu'il devait aussi construire des palais, il avait pas mal de choses à faire. Mais vous ne savez peut-être pas, mais l'union minière du Haut-Katanga a été réalisée avec le caoutchouc de l'Équateur. A été réalisée grâce aux mains publiques des Congolais. Partout là, au Malindomé, tous ces gens qui travaillaient dans les VIA, c'est grâce à ces fonds qu'on a construit l'union minière du Haut-Katanga. Donc, nous subissons jusque depuis 52 ans la domination politique. Et cette question que nous traversons aujourd'hui, puisqu'on dit quelle est la situation et quelles sont les solutions. Vous ne pouvez pas envisager des solutions si vous ne connaissez pas les problèmes. Le problème, il est celui de la domination politique. Comment sortir de cette domination politique dont il a évoqué de fond en large ici? Il ne reviendra plus là-dessus. Comment allons-nous nous débarrasser de ces créanciers, de ces coloniaux, de ces aujourd'hui du marché international, des grands capitalistes qui ont la chape de plomb sur notre pays? Comment on pourrait le faire? Le fait colonial est un fait de rapport de force. Nous ne sommes pas les premiers pays du monde à avoir été colonisés. Mais comme il a dit, notre colonisation est particulière. Puisque nous étions la propriété d'un homme. Les autres, il y avait l'Empire français, il y avait l'Empire britannique, et puis moyennement le Portugais, les Espagnols, et ainsi de suite. Mais c'était des États qui colonisaient d'autres. Mais chez nous, c'était une famille qui était propriétaire de ces terres. Donc c'est très particulier. Mais cette famille, avec toutes les familles royales de l'Europe, comme il a évoqué. Alors, connaître la situation, c'est savoir que nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes en situation de dominer politique. Et au fur et à mesure que le contexte international évolue, la situation au Congo aussi évolue. Alors, je vais vous relater quelque chose. Lorsque les intellectuels américains devaient intervenir pour contribuer à la fin de la guerre, ils ont posé des conditions pour pouvoir intervenir dans la guerre. Et Winston Churchill a parlé plusieurs fois avec Roosevelt. Et parmi les conditions qui étaient posées pour que l'Amérique entre en guerre, il y avait la condition que les empires coloniaux devaient disparaître. Les empires coloniaux devaient disparaître. Pour les Américains, c'était les faits coloniales qui étaient à l'origine des guerres. C'était les empires britanniques et l'empire britannique et français qui occasionnaient la mort des soldats américains en Indonésie, en Indochine. Donc les empires devaient disparaître. Et une autre condition qu'ils ont posée, c'est l'ONU. On doit recréer l'organisation, puisqu'il y avait d'abord la Société des Nations, ils devaient recréer l'ONU. Mais les pionniers de l'indépendance là sont les intellectuels. À l'époque, on disait l'angélisme américain. Et ils avaient un projet pour les États décolonisés. Et le projet, c'était ce qu'on a appelé la modernisation dogmatique. Donc ils se disaient qu'on doit libérer tout le monde. Tout le monde doit être démocratique. Mais en fait, il fallait faire tomber les Britanniques, faire tomber les Français.
ces États sous une autre forme de colonisation qu'on a appelée le néocolonialisme. Et vous comprendrez pourquoi, chez nous, comme il a dit, tous les chefs tombent les uns après les autres. Pourquoi? Puisqu'ils ont cru béatement que nous étions réellement indépendants. Donc lorsque Lumumba fait son discours en 1960, il est convaincu qu'il est dans un État indépendant. Il ne sait pas qu'il est un vassal. C'est une nouvelle féodalité et qu'il est un vassal. Et c'est en s'entêtant qu'on l'a dit que comme il ne veut pas comprendre, alors il faut l'éliminer. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à le faire. Les gens qui ont mon âge savent que à l'époque de la sécession kantangaise, il y avait Moïse Tshombe. C'est Moïse Tshombe, on l'appelait M. Tiwakes. Et il était déjà riche depuis ses parents, tout ça. Et il s'entendait très bien avec les Belges. Comme nous, Calibon. Il s'entendait très bien avec les Belges. Mais dès que Moïse Tshombe a créé son parti, puisqu'il a dit, on ne peut pas revenir en arrière, plusieurs conférences pour faire face à la situation du Congo, il crée son parti politique. On organise, c'est lui, Moïse Tshombe, avec son parti politique, qui organise l'abrogation de la loi fondamentale. Puisque nous avions, en 1960, la Constitution, c'était la loi fondamentale belge, rédigée par les Belges pour nos hommes politiques. Donc nous sommes un condominium, nous ne sommes pas un État souverain. Alors, lorsque Moïse Tshombe était leur enfant, il appelle les politiciens congolais à Loulabou. Il dit rédiger la Constitution. On doit abroger la loi fondamentale. Nous devons avoir notre propre Constitution. On a fait le coup d'État de mon côté. Moïse Tshombe, qui était majoritaire au Parlement, qui devait passer président, puisqu'à ce moment-là, les élections présidentielles s'étaient nées au Parlement. Mais l'enfant chéri des Belges, non, il est mort en exil. Je ne sais pas si vous savez comment il est mort. Voilà. Le 30 juin 1969. Oui. Et toujours dans la tranche d'âge qu'il a évoqué là. Oui, oui. Lumumba assassiné à 36 ans, Kasavubu meurt à 59 ans, Tshombe, je crois, 58 ans. Voilà. Donc quand vous regardez notre âge à nous aujourd'hui, nous sommes des vieillards par rapport à ces gens. Exact. Donc quand nous disons quelle est la situation, tous les enfants du Congo doivent savoir que nous sommes dans une fiction d'indépendance et que nous devons sortir de cette situation. Comment? Alors il a proposé une série de solutions. Moi je ne veux pas me hasarder, mais j'ai dit, c'est comme il a évoqué, les solutions sont multiples. Mais nous devons savoir que le pays est un enjeu, mais pour s'en sortir, il faut accepter les rapports de force. Il faut accepter les rapports de force. Et le comble pour nous, je le dis tout le temps, moi je discute avec les combattants, je suis le grand frère des combattants, ils le savent, c'est l'élite congolaise. L'élite congolaise pose un problème. Est-ce que le Congolais a une élite? Puisque le changement, c'est l'élite qui apporte le changement. Il n'y a pas de liberté sans élite. L'élite peut être paysanne, comme on l'a vu avec Moulini, dans les Bouilou. Les bataillons, c'était des paysans. La Chine aujourd'hui, que tout le monde admire, c'est des paysans. Exact. Donc l'élite peut être ouvrière, comme on le voit, les syndicalistes. Et l'élite peut être intellectuelle. Alors nous avons quel type d'élite? Nous n'en avons pas encore. Je suis désolé, nous n'en avons pas encore. Dans mon propre parti, on a donné de l'argent à un monsieur pour organiser le parti. Il a commencé par acheter la Mercedes. Il n'est pas encore au pouvoir, mais il a déjà acheté la Mercedes. Donc, il y a ce que Mabika Kalanda a dit en 1966, la remise en question. Nous, les intellectuels, nous, l'élite, nous devons nous remettre en question. Et c'est ça là, Monsieur le Président, l'état de la situation. Nous sommes toujours, avec les enjeux d'aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Mais un esclave, le maître lui donne à manger pour qu'il ne meure pas.
Et donc, il faut pour nous trouver un terme, puisqu'on entretient la mort de l'esclave ici. Donc, il faut savoir, nous sommes qui finalement? Nous sommes des choses. Nous sommes des choses. Nous ne sommes même pas des esclaves. Nous sommes en dessous de l'esclave. Alors aujourd'hui, quel est l'état de lieu? L'état de lieu, nous devons être forts. Le maître, nous l'avons attrapé la main dans les sacs, en train de voler. Il nous a toujours, depuis 60, fait semblant de faire des élections pour nous donner l'impression que nous sommes indépendants. Aujourd'hui, nous l'avons attrapé, la main dans les sacs. Il est en train de voler là. On l'a attrapé. Je peux vous dire que la question de la fraude électorale, je ne sais pas si vous avez lu les rapports de l'Union européenne, c'est scandaleux. C'est scandaleux vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est scandaleux et c'est honteux. Et ils sont honteux. Alors maintenant, vous allez voir, c'est l'intellectuel congolais. Il va voir celui qui lui a volé pour le supplier. Il est en train d'aller derrière. C'est lui qui l'a volé, le voleur, pour le supplier. Mais ils ont cela là. Ils ont cela là. Au lieu de l'agresser, lui, il le supplie. Alors le type, il rigole. Il dit, moi, ces gens, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que ce ne sont pas des êtres humains. Je viens de lui voler, il m'a même attrapé, mais il va pour me flatter. Moi, je vois qu'il faut jouer cette carte jusqu'au bout. Alors, je ne serai pas aussi pessimiste que mon frère, qui est probablement légèrement mon aîné. Nous avons une chance, comme il a dit, il y a des choses invisibles et des choses invisibles. C'est un Africain qui dirige le monde aujourd'hui. Et ce fait n'est pas le fait du hasard. Et si le régime qui est là n'est pas reconnu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'a pas envie de reconnaître le régime. Mais c'est parce qu'ils disent, mais leur frère est devenu le président du monde là. Et il sait que nous avons triché. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Donc là, nous devons, comme le dit notre hymne national, nous devons marcher tête haute. Et nous devons tirer profit du fait que celui qui est là, ce n'est même pas les descendants des esclaves. C'est l'Africain pur qui est là. Alors les pressions doivent continuer comme nous le faisons là. Mais il faut monter les niveaux, il faut démontrer à ces gens, nous, celui là où il est, l'intellectuel doit montrer qu'il est une élite. Et nous devons tous nous engager, comme il a dit, chacun là où il est, le médecin doit voir qu'est-ce que je dois faire pour que mon pays récupère l'impérium là. Il est nous, ici et maintenant. L'agronome, comment on va faire? Le jeune homme là, qui n'a pas fait les universités, mais qui est combattant là, comment il doit faire? Mais c'est ces combattants-là qui nous met devant aujourd'hui. Il veut nous entendre, il veut qu'on se justifie devant lui. Alors nous ne devons pas les décevoir. Donc nous devons nous battre pour vaincre. Alors dans les débats, on reprendra un peu le fait des idées, puisque j'ai quand même parlé. Mais je veux parler maintenant de la communauté. À Liège. Nous ne sommes pas, comme il a dit, nous sommes un peuple très diversifié. Et comme nous sommes un peuple diversifié, c'est pas facile de nous diriger. C'est pas facile de nous diriger. Et comme c'est pas facile de nous diriger, tu dois démontrer de quoi tu es capable de pouvoir nous diriger. On ne va pas te laisser faire. Donc d'un côté, la diversité est un atout, d'un autre côté, la diversité est une faiblesse. Alors, on a fait plusieurs tentatives ici pour avoir une communauté. Ça n'a jamais marché. Ou bien péniblement marché. Alors, aujourd'hui, elle ressuscite. Félicitations pour ce travail-là. Et quels sont les pistes? Moi, j'ai suivi l'exposé de votre président. Il est venu, et notre président, il est venu dans une réunion il y a 2 semaines où il a présenté les programmes de la nouvelle communauté. Mais nous devons savoir que nous sommes très courtisés. Et le maître d'hier, il va beaucoup vous courtiser. Pour que vous nous tous, là, vous nous embarquez dans une nouvelle manipulation. Donc vous devez être vigilants. Très vigilants.
Et comme nous sommes nombreux, nous avons chacun un agenda caché. Quand nous nous retrouvons, cet agenda, on ne le montre pas. Mais vous allez toujours voir que quelqu'un essaie d'amener l'organisation vers là où tend son agenda caché. Et puis les gens vont découvrir l'agenda et puis ça va tomber. Alors nous devons apprendre de nouvelles règles. La transparence doit être démise. La rigueur doit être démise. Et la rectitude morale. Donc c'est toi dois présider à tout ce que vous allez faire. Faites un effort. Si vous êtes transparent, vous êtes rigoureux, vous avez la rectitude morale, toutes les balles qui vont venir vont rentrer chez notre personne. Les femmes sont humiliées, les femmes sont violées, mais dans nos associations, on n'en parle pas. C'est le moment. Demain, on va fêter l'indépendance de notre pays. Il va falloir qu'on ne puisse pas oublier ces femmes-là qui sont à l'est du Congo, qui traversent le monde difficile. Pardonnez-moi de rebondir sur ça parce que vous avez parlé des gens qui vous, une minute, qui ne s'intéressent pas au fait de cette situation de la RDC, de l'Est de la RDC. Et quelle est l'impression, c'est-à-dire quelle est la résolution que vous apportez par rapport à ça? Quels conseils donnerez-vous à ces femmes qui sont de Kivu, qui ignorent complètement leur... Qui ignorent. Moi je suis très étonnée, même j'ai une dame que je connais, Jeanne Omari, elle est du Kivu. Moi je pense qu'elle s'intéresse très bien à ce qui se passe chez elle. Mais je connais aussi d'autres femmes du Kivu à Verviers. Je vais essayer d'en parler à ces femmes-là parce qu'en fait, on a besoin d'elles. Parce qu'elles ont des familles directement au Kivu, à l'Est. Si elles sont au courant de ce qui se passe là-bas, on sera on sera mieux informés en fait. Alors rappelez-moi votre association. Les Amis du monde entier. Les Amis du monde entier, merci et bonne continuation. Je vous en prie. Je poserai encore une question à une charmante dame qui a participé à cette conférence. Alors l'impression, maman? En fait, l'impression, c'est que c'est d'abord quelque chose à féliciter. Si les Congolais commencent à se réunir, comme ça, c'est déjà quelque chose de bien, qu'il faut encourager. Beaucoup de choses se sont dites là-dedans. J'ai beaucoup aimé apprécier comme vous aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut faire des suivis. À chaque fois qu'il y a une réunion comme ça, il y a des rassemblements comme ça, il faut par après faire les suivis. Il faut voir les retombées de ce qu'on a fait dans la réunion précédente. Ce qui a été dit et sur le terrain, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on a fait. Donc chacune de nous doit avoir une part de responsabilité pour voir la suite de ce qu'on a dit dans la réunion. Donc pour ce qui concerne en fait cette réunion, on s'aperçoit d'une seule chose, que il y a très peu de femmes. J'ai vu que 3 femmes. Comment se fait-il que dans Liège, il y a plus de 2000 femmes et on se retrouve avec 3 femmes de la salle? Ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai déjà remarqué ça. Les femmes à Liège, il y en a beaucoup, c'est comme vous avez dit. Mais les femmes ne sont pas beaucoup intéressées dans des réunions pareilles. Je ne sais pas pourquoi. Quand on a parlé tout à l'heure dans des églises, moi je prie, je ne suis pas contre la religion. Les femmes sont beaucoup trop nombreuses dans des églises, c'est bien. Mais quant à ce qui concerne notre pays, c'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas un pays qui appartient aux hommes seulement. Ça appartient à toutes les femmes aussi. Donc nous devons nous impliquer aussi au problème du pays. On ne doit pas seulement se limiter à l'église. Non, c'est insuffisant. On va prier, c'est bien. Mais il faut apprendre, il faut aussi mettre la patte dans ce qui concerne le pays. Parce que si tout le monde met la main dans la pâte, il y aura quelque chose. Parce que les mamans sont capables de tout. Mais ici, je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas se représenter. Elles ne sont pas là. Donc, on a besoin des mamans. On veut qu'elles soient là aussi. Mais elles sont là où elles ne devaient pas être. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de bonnes idées, qui ont quelque chose à apporter par rapport aux problèmes qui se passent au pays, mais qui ne sont pas là. Les femmes qui sont maltraitées au pays et les femmes qui sont ici, quel est leur rapport, quelle est leur part, quelle est leur contribution? Elles ont peut-être un message à apporter à toutes ces femmes-là qui sont en train de souffrir au pays, mais elles ne sont pas là. Donc ça, c'est regrettable. Moi-même, ça me fait très mal. Je regrette beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on a des réunions qui concernent le pays, les femmes ne sont jamais là. Mais si je prends l'exemple de nos frères qu'on appelle les bandits ou les Marocains et tout, quand on les voit à la place d'Arir par exemple, c'est tout le monde, et les mamans et les enfants, tout le monde, ils passent des nuits et des nuits là-bas. Mais chez nous, c'est pas le cas. Vous appelez une maman et me dites, moi, si je viens, qui va s'occuper de mes enfants? Mais c'est un problème de paix. On doit résoudre les problèmes de
d'appel. Un cri d'appel, j'appelle à toutes les mamans. Ici à Liège, il y a, je ne sais pas combien. Moi, je suis arrivée ici à Liège, j'ai seulement 4 ans. Mais il y en a qui ont plus de 10 ans et tout, mais qu'on n'a jamais vu dans des réunions pareilles. C'est fort regrettable. Je lance un appel à toutes les mamans qui sont dans des églises, toutes les mamans qui sont n'importe où ici à Liège. Je lance un appel pathétique à ce que toutes les mamans viennent qu'on mette la main ensemble dans la pâte. Il s'agit de notre pays à nous tous. Aux Congolaises, hier, quand on a Makambamboka, Mususuta Oyamundela, ceux qui ont moko oyete. Osambela, Tosambela, Nakuna Sambela, Kamena Makambamboka, Boyato Bongisa, ensemble. Voilà. Merci beaucoup, maman. Est-ce que vous participez à la religion ou bien dans une association ou bien dans les locaux? On a Liège, dans un safari des anges, il y a maman Jeanne Crémer, Tozo préparé déjà Miss Africa Belgium, mais na Congo, j'avais mes associations, mon association au Congo, parce que je suis une femme de médias, j'avais une femme qui regroupait toutes les femmes techniciennes de médias. Malheureusement, depuis que je suis ici, l'association ne fonctionne plus, mais j'ai fait partie du bureau provisoire. J'étais la vice-présidente, la présidente était Madame Pauline Jaunet, moi j'étais sa vice-présidente. C'est nous qui avons tout préparé pour donner le pouvoir à Damien et à son bureau présent. Voilà. Comment on a une Mon nom c'est Violette Louba. Donc Louba Violette, voilà. Merci maman, vraiment c'était émouvant et l'appel a été assez fort et pathétique. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Alors, très bien, maman, vous venez d'assister à cette conférence de presse, à votre réunion à Liège ici. Qu'est-ce que vous en tirez par rapport à cette réunion? Très, très enrichissant. D'ailleurs, j'invite vraiment tous les Congolais qui viennent vraiment assister, qui soient beaucoup plus nombreux la prochaine fois, parce que c'est vraiment pour le bien de la communauté. C'est pas pour les intérêts de qui que ce soit, c'est vraiment pour l'intérêt général. Donc la prochaine fois, vraiment, si je vous en prie, prenez le temps, venez, voyez le programme de la FSL, ce qu'on a comme projet pour notre communauté, ce qu'on compte faire. On est vraiment très ambitieux, on a vraiment des idées vraiment qu'on a envie de mettre en place et on a besoin de soutien. Et quel rôle avez-vous dans cette fédération, cette association? Moi, je suis secrétaire de l'association et je m'occupe donc de tout ce qui est administratif, tout ce qui est tout ce qui touche toute la paperasse de la fédération. Donc je m'occupe aussi de mettre en place les déroulements des réunions, etc. Donc c'est moi qui... Mise en place des réunions, etc. Voilà. Organisation, voilà. Très bien. Alors, un dernier appel par rapport aux Congolais de Liège. Par rapport aux Congolais de Liège, ne soyez pas à l'écart, ne soyez pas là ceux qui critiquent pour dire tout tout ça. Non, s'il vous plaît, venez adhérer, participer, parce que c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un groupe, ce n'est pas pour une ethnie, c'est pour tous les Congolais de Liège, c'est pour l'intérêt général. Vraiment pour la mission, c'est pas sélectif. Tout le monde, quel que soit ton ethnie, tes opinions politiques, qui que tu sois, tu es le bienvenu. La FSL, la Fédé a vraiment besoin de tous les Congolais. Merci à vous et bonne soirée à vous. Merci. Voilà, notez, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous venons d'assister, participer à cette conférence d'une fédération qui vient de se mettre en place à Liège. C'est émouvant de voir comment les Congolais veulent vraiment la réussite en fait, de leur patrie, que la patrie aille de l'avant. Je suis en présence du président de cette association, l'ASBL. Est-ce que vous pouvez vous parler brièvement de votre association, votre fédération? À quoi ressemble-t-elle? Oui, c'est une fédération. C'est la fédération que nous avons appelée Fédération congolaise de Liège. En fait, elle rassemble toutes les associations dirigées par des migrants congolais et ainsi que toutes les entreprises aussi dirigées par des migrants congolais et des personnes physiques.
Donc voilà, donc cette fédération qui rassemble toutes ces personnes physiques et morales voudrait en tout cas mettre tout en œuvre pour un peu relever le défi du bien-être congolais dans la ville de Liège. C'est-à-dire qu'il faudrait amener un peu une évolution, un développement, par exemple pour les jeunes, les femmes, dans le développement de nos entreprises, l'avancement de nos associations, évidemment aussi, donc parce qu'au sein de la fédération, comme il y a un département politique, aussi avoir un peu un coup d'œil par rapport à ce qui se passe aussi au Congo, émettre des avis, pourquoi pas. Et puis nous avons un secteur que nous avons appelé développement, c'est-à-dire santé, recherche et développement, mais c'est plutôt le co-développement, c'est pour voir aussi dans l'avenir, mais comment est-ce que l'expertise des migrants congolais peut être exportée, comment organiser un transfert de connaissances et des compétences, n'est-ce pas, au Congo, au moment où, en tout cas, les conditions le permettent. Alors, on a vu à travers votre discours une certaine prestance et l'expertise aussi derrière cela. Oui. Quelle est votre formation? Non, moi je suis ingénieur civil en construction hydraulique. Donc j'étais prof à l'Institut bâtiment et des travaux publics, j'ai formé des ingénieurs. Et voilà, j'ai aussi évidemment été formé aussi pour certaines questions sur le tas, par exemple par rapport aux droits des étrangers, je suis formé aussi l'État. Et je suis aussi officier de police judiciaire en matière économique, ça j'ai été formé au Congo, pour le contrôle des états financiers. En dehors de cela, je suis chercheur, donc voilà, ça fait que, et c'est ça, donc je suis aussi dans les milieux associatifs, ça fait plus de 10 ans, donc c'est aussi un peu cette expérience qui fait que voilà, je comprends un tout petit peu ce que je fais. Voilà. Très bien, alors pour terminer, vous venez de passer 2 heures avec nous, 2h30, 3 heures avec des questions, et il y a une question qui a été soulevée, et ici on parle que vous êtes au milieu du village, et les gens ne souhaitent pas que vous soyez au milieu du village à partir du moment que le pays est complètement en crise grave. Que répondez-vous à ces gens? Oui, c'est vrai que c'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est vrai, la notion au milieu du village, c'est un peu une notion que moi personnellement, c'est un avis personnel, c'est une notion que je n'aime pas beaucoup. C'est-à-dire que vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid. Moi qui suis chrétien, il y a la parole de Dieu qui dit quelque part que voilà, si tu n'es ni chaud ni froid, le Christ lui-même te vomit. C'est quelque chose d'assez particulier. Nous croyons que la fédération, comme je viens de le dire, c'est vraiment pour voir le Congolais de Liège avancer. Évidemment, comme toutes nos pensées sont orientées aussi vers le Congo, qui est ce pays dont nous sommes originaires et qui fait que nous rassemblons aujourd'hui en fédération, nous voulons voir effectivement ce Congolais se développer, nous voulons voir ce Congo se développer, ce qui fait que notre position, nos actions devraient aller dans le sens de voir ce pays se développer, de voir le Congolais sortir de la pauvreté, de voir un peu les indices de pauvreté sortir du rouge, voir vraiment un Congolais qui se retrouve formé, qui a accès aux soins de santé. Voilà, c'est ça nos préoccupations aussi. Et c'est aussi notre préoccupation de voir nos enfants ici avoir la capacité de participer à la vie politique de ce pays, voir nos enfants aller à l'université parce qu'ils sont tout le temps découragés par rapport à ça. C'est aussi notre rôle parce que demain, ces enfants vont jouer un rôle non seulement ici, mais nous voulons les former dans le sens de comprendre qu'ils ont leur terre, qu'ils sont appelés à développer et à porter aussi leurs connaissances et leur participation dans l'essor économique, politique et social de ce pays. Croyez-vous à la balkanisation de la RDC? Ça, vous savez, il y a beaucoup de signes qui sont en train de le démontrer aujourd'hui. C'est une histoire qui date d'il y a très longtemps, déjà dans les années 50. Il y avait cette question qui était déjà soulevée, mais il y a aussi un problème au niveau des Congolais, c'est que très souvent, on est distrait. C'est-à-dire qu'on prend très souvent à la légère certaines choses qui, en réalité, sont très sérieuses. Nous n'avons pas, par exemple, la culture de la durabilité. C'est-à-dire que nous, c'est tout de suite. On ne pense pas à ce qui va venir après. Cette question, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais ça a été banalisé évidemment au sein, au sein des milieux congolais. Voilà, aujourd'hui en tout cas, moi personnellement, je crois que nous sommes en train de tendre tout doucement vers cela, mais je ne crois pas que cela devrait arriver si aujourd'hui les Congolais essayent vraiment d'identifier les vrais problèmes et de pouvoir s'impliquer dans la solution par rapport à ce problème. Un appel de la communauté? Oui, je voudrais faire. Je voudrais lancer un appel à la communauté congolaise, d'abord de Liège, parce qu'évidemment nous sommes à Liège. C'est que voilà, ça il y a ce moment de changement qui a sonné. C'est à tous les niveaux. Même ici à Liège, c'est un moment de changement. Ça fait 20 ans qu'on essaye vraiment de mettre sur pied une structure crédible et légitime. Aujourd'hui, elle existe. Et on sent dans le chef des Congolais l'envie et vraiment la détermination d'amener un changement à tous égards. Mon appel, c'est que ces Congolais puissent se rejoindre à nous qui sommes dans le bureau. Nous avons été choisis par eux, ils nous ont fait confiance, nous pensons avoir les capacités, nous pensons avoir la volonté, la détermination
autodétermination, nous pensons avoir les moyens, mais nous avons besoin d'eux. C'est un appel que je lance à tous les Congolais, qu'ils soient des membres des structures associatives, des entrepreneurs. Nous avons besoin qu'ils prennent contact avec nous. Nous avons besoin de leur participation, de leur contribution. Un appel aussi aux Congolais qui sont dans notre pays. Nous savons qu'aujourd'hui, les indicateurs de pauvreté sont rouges. Ces gens-là vivent des situations qui sont indescriptibles. Si nous prenons ces gens, nous les mettons dans les normes d'ici en Europe, c'est des gens qui sont morts, on ne sait pas comment ils vivent. Ça, c'est des réalités que nous vivons dans nos villages, que nous vivons même en ville et tout ça. Les enseignants ne sont pas payés, l'accès aux soins médicaux, c'est un luxe. Il y a, le taux d'électrification au Congo est inférieur à 6%. Le taux d'accès à l'eau potable vraiment est bas. Nos enfants de moins de 5 ans meurent dans des nombres élevés parce que l'eau potable n'est pas à l'air. Avant 26 ans, avant 26 ans. Ah mais voilà, effectivement. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps aussi que les Congolais qui sont au Congo puissent se lever, qu'il y ait quand même une révolution déjà sur le plan de la mentalité. Sur le plan de la mentalité. Et puis aujourd'hui, vous avez écouté un mot qui est revenu plusieurs fois, l'amour. Les Congolais doivent arriver à se mettre ensemble, à s'aimer. On doit arrêter de se faire des coups bas. Vos coordonnées. Mes coordonnées, moi, c'est M. Damien Tombilangana, je suis à Liège. Donc, allez-y tout doucement. Moi, c'est M. Damien Tombilangana, donc je suis à Liège. Donc, si. Téléphone. Oui, téléphone 0486 532 133. Apporte doucement. 0486 532 133. Et le mail, ils peuvent nous contacter au mail de fedecongoliège@gmail.com. Donc, j'ai bien dit fedecongoliège@gmail.com. Merci à vous, merci infiniment de votre prestation. Non, merci à vous. Hein. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez là. Nous sommes honorés. Merci. Merci à vous. Merci. Ok. 1994, après avoir participé au génocide. Pour acheter des armes, il s'approprie des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.